Le dossier de cette édition, regardez, ces deux boissons, l'un de ces verres contient du lait de vache, l'autre a la même apparence, la même consistance à peu de choses près et le même nom, du lait, oui, mais du lait végétal, soja, riz ou amande. Eh bien, ces boissons n'ont rien à voir. Depuis quelques années, leur vente s'envole. Alors, quelle recette pour ces jus végétaux, quel apport nutritif? La vérité sur le lait végétal, dossier réalisé par Catherine Rougerie, Lise Treux et Vivien Roussel. Léger, velouté, goût discret, à première vue, du lait. En réalité, un jus à base de plantes. J'achète de temps en temps du lait de soja, plus souvent, parfois du lait d'amande. Je trouve que c'est plus léger que le lait, c'est plus facile à digérer et puis le goût est très bon, surtout ceux aromatisés à la vanille. Le lait d'amande, je pense que c'est le plus complet pour la santé, donc mais je prends châtaigne, je prends épote, oui, même lait de riz. Aujourd'hui en France, plus d'un foyer sur 10 consomme des boissons végétales, 2 à 3 fois plus cher que le lait animal, un marché de près de 76 millions d'euros. Comment sont-elles fabriquées? Sont-elles bonnes pour la santé? Lait de vache, jus de soja ou de riz? Comment choisir? À Védun, dans le Cher, Gilles Pointreau cultive depuis 30 ans un légume sec mondialement connu, le soja. C'est une plante verte avec des feuilles vertes et des gousses vertes. Et puis à maturité, voilà, les feuilles sont tombées. On ne voit plus donc que les gousses. Et là, vous voyez, la maturité commence à être bonne parce que vous entendez les graines bougent dans les gousses. Et dans chaque gousse, il y a environ 3 ou 4 graines. Cet agriculteur récolte 90 tonnes de soja par an sur ses 30 hectares, un rendement moindre que le maïs et le blé. Mais une plante résistante et d'une culture rapide, 3 à 4 mois du semis à la moisson. Je n'ai qu'un seul client. La récolte 2015 là, c'est contractualisé 90 tonnes. C'est ce qu'il m'a demandé. Le prix sera fixé d'ici 15 jours, 3 semaines. En moyenne? Mais en moyenne, il va sûrement se situer autour de 480-490 euros la tonne. Contre 150 euros pour son blé et son maïs cette année. Et son client pour le soja, le voici. L'un des leaders des produits végétaux en France. 8 à 10 000 tonnes achetées chaque année. À chaque arrivée de camion, la cargaison est contrôlée. Le plus important, le taux de protéines végétales, la particularité et l'atout clé du soja, 43% en moyenne, contre seulement 12% pour le blé. Après le nettoyage et l'épluchage via ce tambour, les graines sont plongées dans l'eau chaude et broyées dans ces immenses cuves, puis filtrées. La difficulté, extraire sans les altérer les bons nutriments de la graine de soja. On lui fait subir en fait une sorte de blanchiment, de façon à la ramollir et à faciliter son broyage. C'est là que réside le secret industriel? Oui, effectivement, on peut le dire. C'est la transformation, le passage effectivement de la graine en jus. Un jus à base d'eau, beaucoup d'eau et 7% de soja. Derniers ingrédients ajoutés selon les recettes. Ici, on est sur une boisson calcium. Donc évidemment, on va venir rajouter une source de calcium sous forme de phosphate de calcium. Et puis on y incorpore un petit peu de sucre également, très faiblement, 2,5%. Donc vous voyez ici. Stérilisé, le jus est ensuite conditionné. 7000 briques à l'heure sur cette ligne entièrement automatisée. 18 millions de litres produits chaque année. Ici, le soja est roi. Dans les supermarchés aussi, mais il n'est plus isolé. Aujourd'hui, l'épeautre s'unit à la noisette, l'amande au chocolat. Le caramel salé fait son entrée. Même le riz peut se consommer en jus. À Bodiapolesine, en Italie, c'est l'un des ingrédients de base de cet autre fabricant. Tout part de là, de ce riz biologique qui est cultivé en Italie, dans la plaine du Pô. Ce n'est pas des grains longs, c'est un riz, une variété particulière qui permet d'avoir une certaine teneur en glucides. Le riz est cuit pendant 1 heure dans l'eau, filtré, puis enrichi. Mais contrairement au premier fabricant qui utilisait une forme minérale de calcium, cette entreprise utilise une autre ressource. On ajoute en fait une algue qui s'appelle le lithotane, qui est une algue qui vient de Bretagne.
Et en fait, on va en ajouter de façon à avoir 120 mg de calcium pour 100 ml de boisson de riz. On a fixé ce taux puisque ça correspond à la teneur en calcium du lait. Au final, côté nutrition, que valent ces boissons végétales? Sont-elles une alternative au lait de vache? Pour le savoir, direction ce laboratoire avec 3 produits. Un lait de vache demi-écrémé, un jus de soja, un jus à base de riz, les deux enrichis en calcium. Alors, un bilan nutritionnel sur un produit alimentaire se fait en dosant les protéines, les glucides et les matières grasses. Et sur un produit laitier, on va rechercher spécifiquement en minéraux le calcium. Au bout de 2 jours d'analyse, les résultats. Premier constat, l'apport en protéines est quasi équivalent dans le lait de vache et la boisson au soja. En revanche, la teneur est très faible dans celle au riz. Autre surprise, le calcium. Là encore, peu de différence entre lait et soja. Mais pour la boisson au riz, le laboratoire a trouvé sur 2 produits de même lot un taux de 67 mg pour 100 ml, près de 2 fois moins que celui affiché sur le paquet. Sur un second prélèvement, ce même laboratoire a trouvé 119, soit une teneur conforme à l'étiquette. Interrogée, la marque reconnaît qu'il existe de faibles variations des teneurs en calcium, mais ne s'explique pas une telle différence. Une contre-expertise est en cours. Avec les résultats, nous sommes allés voir ce nutritionniste. Voici ses recommandations. En termes de calcium, le calcium du lait est plus disponible que celui du soja. On va vous dire qu'il n'y a que du calcium. C'est un produit blanc, donc il y a du calcium, et quand vous allez tous finir en poussière, il faut absolument que vous en preniez, de toute façon vous finirez en poussière. Et les femmes qui consomment le plus de produits laitiers dans le monde sont en Suède, ce sont celles qui ont le plus d'ostéoporose. Pourquoi? Parce que ce que le lobby des produits laitiers ose vous dire en minuscule dans une astérisque en bas de page avec une loupe, il faut le lire, c'est que le calcium animal est absorbé au maximum par votre intestin, par votre tube digestif, à 40%. Ça veut dire qu'il y a 60% qui, normalement, foutent le camp dans les déchets. 60% dans les déchets. Par contre, on ne vous dit pas que le calcium végétal, celui que vous avez dans une pomme, dans une poire, dans des légumes, dans des légumineuses, dans des amandes, des noisettes, tout cela, tout ce qui est végétal, c'est 75% de l'absorption. Attention, si vous mastiquez bien. Sinon, vous allez faire des phytates. Et les phytates, vous les retrouverez tout simplement dans les déchets. Ça veut bien dire que le calcium végétal, c'est celui qui est le plus intéressant pour éviter une ostéoporose que je ne veux pas. Et que pour éviter cette ostéoporose, eh bien, il faut que je prenne plus de calcium végétal que de calcium animal, parce que le calcium animal, j'en absorbe 40%. Sauf, attention, le lait de soja est déconseillé chez le nourrisson, également déconseillé chez l'adolescent, puisque le lait de soja est riche en phytoestrogènes, des hormones, enfin des molécules qui sont proches des hormones féminines. Au moment de la puberté d'un garçon, ce n'est pas très conseillé. Je termine quelques minutes avec le dernier mythe, le mythe de phytoestrogènes. Alors là encore, sur le site de PNNS, vous voyez, le soja, le produit à base de soja contient des hormones et peut s'avérer néfaste. Autre page, qu'est-ce qu'il nous dit? Les phytoestrogènes contenus dans ces produits passent aussi dans le maternel, même si aucun effet indésirable n'a été observé, bon, vaut mieux être prudent. Bon, voyons ce que nous... Et vous trouvez, puis dans d'autres, si vous allez au-delà du PNNS, vous trouvez d'autres mensonges. Donc, les phytoestrogènes seraient des perturbateurs endocriniens. Féminiseraient les garçons. Les femmes à risque de cancer du sein ne devraient pas consommer de soja. En Asie, où la coïncidence de cancer est bien plus faible que chez nous, et pourtant la consommation de soja est très forte, bah, ce serait surtout de soja fermenté, ils n'utilisent pas de soja tel quel. Voyons. De
Tout d'abord, les phytoestrogènes, c'est un terme très mal choisi parce qu'il n'y a pas d'activité estrogénique, ce sont des SERM. Les SERM sont des modulateurs sélectifs des récepteurs estrogéniques. C'est-à-dire que ce sont des molécules qui ont une similarité chimique, mais un effet biologique beaucoup plus faible. C'est-à-dire qu'en absence de ces SERM, vous avez un récepteur comme une serrure dans laquelle l'estrogène va rentrer comme une clé. Si vous avez ces SERM, la serrure va être déjà occupée par le SERM et donc l'estrogène, tout simplement, ne peut plus se lier parce que la place est déjà prise. Sauf que l'effet estrogénique est nul, voire extrêmement faible par rapport aux estrogènes endogènes que nous produisons, les hommes aussi bien sûr, même si en quantité inférieure. Bon, ici vous avez le taux d'incidence de cancer par rapport à l'âge dans différents pays. Là vous avez une consommation de soja qui baisse avec l'augmentation du taux, ou si vous voulez une augmentation qui augmente avec la baisse de la consommation. Voyons quelques études. Ici vous avez l'American Journal of Clinical Nutrition qui nous dit l'exposition à ces phytoestrogènes en bas âge peut être bénéfique à long terme pour les pathologies d'origine hormonale. Pathologie d'origine hormonale, c'est exactement le contraire de ce que le PNNS veut vous faire croire. Ici, vous avez de Lancet, je n'ai pas besoin de vous présenter la revue, où il y a une réduction significative du risque de cancer du sang chez les femmes ayant une forte consommation de phytoestrogènes, en particulier l'équol, isoflavone, dans le soja, et l'interolactone, lignan, dans les grains d'élan, dans les grains de sésame. Ces résultats peuvent être importants dans la prévention du cancer du sang. British Journal of Nutrition, après les dames, je passe aux messieurs, cette étude supporte l'hypothèse que les produits à base de soja et l'interolactone, lignan, métabolisés à partir de lignan alimentaire, protègent du cancer de la prostate. British Journal of Nutrition, qu'est-ce qu'il nous dit encore? L'évidence épidémiologique ainsi que les données précliniques sur les animaux in vitro supportent fortement une corrélation entre la consommation d'isoflavone du soja et la protection du cancer du sang et de la prostate. Bon, ici, vous avez un pavé dédié aux effets du soja. Les effets anti-estrogéniques comme la réduction du niveau des estrogènes, justement parce que la serrure est occupée par ces SERM, les isoflavones peuvent donc contribuer à la réduction du risque de cancer du sang à travers l'inhibition de la croissance cellulaire. Donc, ces effets sont soit anti-estrogéniques, soit non hormonaux. Bon, ici vous avez aussi, quand ils nous disent oui, mais en Asie, ils consomment peu de consommation réelle d'isoflavone. Regardez là vous avez dans les populations asiatiques la quantité d'isoflavone, d'azéine et ginéistéine, et là vous avez dans les autres populations. Dernière étude, les données collectives suggèrent qu'une alimentation riche en phytoestrogènes a un effet de protection sur les os, donc même à niveau de protection de l'ostéoporose, ces estrogènes, phytoestrogènes, sont des phytosermes, ont un effet protecteur. Aussi un effet important sur la protection cardiovasculaire, parce que les phytoestrogènes font quoi? Simplement préviennent l'oxydation des LDL. Vous savez, bon, le vrai problème de circulation du cholestérol LDL est que quand ils sont oxydés, ils vont se lier au récepteur éboueur et c'est là qu'on commence la lésion. Tant que les LDL ne sont pas oxydés, ils circulent, ils font leur travail et puis le cholestérol va revenir au foie via les HDL. Mais c'est l'oxydation des LDL qui représente le vrai problème. Eh bien là, notre phytoestrogène protège aussi de cette oxydation. Bon, une autre revue intéressante, ça parle des grains d'élan qui contiennent des lignanes qui sont d'autres phytoestrogènes. Qu'est-ce qu'il nous dit? Les études ont montré que les grains d'élan ont des potentialités énormes dans la prévention des maladies, en particulier cardiovasculaire, ostéoporose, arthrite rhumatoïde, cancer, sein, côlon, prostate, constipation, ainsi que d'effets sur le système immunitaire. À propos de la consommation du soja en Asie, alors, qu'est-ce que vous entendez dire? Oui, mais c'est récent. Et c'est pas fermenté, et c'est fermenté. Bon, c'est récent. Ici, vous avez une étude, un rapport, fabrication du fromage de pois
Ça vous donne une idée de ce que c'est le fromage de pois? C'est le tofu. Hein? Publié en 1869 par M. Paul Champion, et vous retrouvez ça sur Gallica. Vous pouvez télécharger la totalité de l'ouvrage. Donc Gallica, c'est le site de la Bibliothèque nationale de France. Déjà en 1869, tu as reporté ça comme une tradition de longue date en Asie. Ici, je vous montre un reportage que j'ai fait à Sendai, où vous avez un producteur de tofu qui est un produit non fermenté, 4e génération, et vous avez des étalages de tofu et d'autres produits de soja non fermentés dans n'importe quel supermarché. Et je vous montre aussi une photo prise dans ça, c'est un carton de lait de soja vendu dans n'importe quel supermarché au Japon. Là, c'est simplement écrit lait de soja biologique, dans lequel vous avez la richesse en GABA et en isoflavone, 60 mg pour 200 g de lait de soja. Donc c'est une richesse qui est utilisée comme argument de vente. Alors qu'ils vont nous faire croire, chez nous, que bon, en Asie, de toute façon, on ne consomme pas de soja non fermenté et l'apport en isoflavone est quand même très, très limité. C'est exactement le contraire. Puis, les autres jus présents sur le marché. Les boissons de riz, il en va de même de la boisson d'amande ou la boisson d'avoine, n'ont pas d'intérêt nutritionnel particulier. C'est une boisson plaisir, un peu comme certains jus de fruits par exemple, mais il vaut beaucoup mieux boire pour le calcium et pour les protéines du lait de vache, éventuellement du lait de soja. Quant aux maladies auto-immunes, de plus en plus nombreuses, liées à de mauvais fonctionnements par une mauvaise alimentation, parce que les gens suivent la télé 3h45 par jour. Alors je vous expliquerai, si vous voulez avoir un cancer, comment il faut l'avoir. Je vous expliquerai comment vous pouvez avoir une maladie d'Alzheimer, un cerveau de veau le plus tôt possible. Aucun problème. Toute notre société est orientée vers cela, et tout cet argent que l'on gaspille, on sait aujourd'hui que la moitié des cancers est liée à de mauvaises habitudes alimentaires, mais on n'ose pas le dire au grand public parce qu'il y a les lobbies qui dépensent un argent fou pour nous faire consommer les 24 milliards de litres de lait que l'on traite des vaches et qu'on nous fera consommer par les trous de nez, les oreilles en suppositoire, en yaya et en tout ce que vous voudrez. Une démarche de l'intelligence qui fait que le grand public aujourd'hui veut savoir comment ça marche et s'intéresse même plus souvent que les médecins qui sont liés aux laboratoires pharmaceutiques, lesquels ont compris qu'il y avait beaucoup plus de gens en bonne santé que de gens malades. Alors il faut donner aux gens en bonne santé pour l'ostéoporose, pour la ménopause, tout ce qui est pause, andropause. Il faut absolument que nous prenions quelque chose et comme ça, on est certain de devenir malade. Et là, les labos peuvent s'occuper en plus de nous. Tout ça remboursé par la Sécu, bien sûr. Cancer de l'estomac, oh, c'est pas bien compliqué. Vous allez au McDo, non pas que le McDo va vous mettre un cancer d'estomac, mais là-bas, on vous dit surtout, vous fatiguez pas. Vous avez du pain de mie, fatiguez pas vos ratounes. Et puis vous avez la viande hachée, mâchée par quelqu'un d'autre avant vous. Ça, vous allez vous en souvenir. Surtout, vous fatiguez pas. Alors, vous vous retrouvez un jour avec une petite bactérie dans l'estomac. Vous dites, j'ai un hélicoptère. Non, une hélicobactérie. Une hélicobactérie qui est un petit rongeur qui va vous donner une inflammation gastriteux. Et cette gastriteux, elle va continuer à vous enflammer. Alors, vous allez dire, ah, comme ça me brûle, je vais prendre un peu plus de yaya. Un peu plus de laitage, de lacti-merde. Vous voyez ce que je veux dire ? Surtout que la télé vous a dit ce matin qu'avec ça, vous allez être encore mieux. Et évidemment, vous avez déjà 10 kilos de plus, vous allez en prendre un de plus. Ça, on ne vous le dit pas. Parce que tous ces produits laitiers, nous allons en parler dans quelques instants. Évidemment, c'est du lactose. Mais le lactose, les gens n'ont pas compris. Le ose, c'est du sucre. Alors on est en plein lactolisme après l'alcoolisme. On se gave de produits laitiers pour calmer des brûlures. Et un jour, on se retrouve avec un lymphome gastrique. Le système immunitaire de l'estomac dit, j'en peux plus. Je veux plus de tout cela.
alors c'est la chimio, alors c'est les rayons, alors c'est l'opération, un calvaire de plus. Et tout ça pourrait être évité. Et puis, le gastro vous dit, non, mais continuez comme vous faites, pas de problème, je vous donne un antibiotique pour une semaine, puis je recontrôlerai, puis on se verra régulièrement, puis c'est bon, j'ai pas assez de patients. Alors, je voudrais insister sur, au fond, 2 éléments importants dans notre nutrition d'aujourd'hui. Vous avez d'une part le problème des produits laitiers et d'autre part le problème du gluten. C'est vrai que les produits laitiers, on les a vus arriver progressivement et que lorsque nous étions enfants, on se souvient que on passait chez le vacher, on allait chercher comme Perrette sur sa tête avec son pot au lait. On allait chercher le lait, puis quand on rentrait à la maison, on le faisait bouillir, et puis il y avait la crème épaisse. On l'aimait ou on l'aimait pas, mais on en faisait des bonnes choses. Et cette crème épaisse, c'était quoi? Maintenant, on le sait. C'était les facteurs de croissance des produits laitiers qui étaient floculés en termes physiques, c'est-à-dire qui avaient perdu leur capacité d'efficacité sur notre propre corps. Mais c'était les facteurs de croissance qui étaient destinés au fils de la vache qui s'appelle le veau. Il y en a 3. IGF, EGF et TGF. Alors IGF, insuline growth factor, facteur de croissance insulinique, insuline pancréas, donc pour aider à la construction, à la croissance du système digestif de l'animal. TGF, Transforming Growth Factor, qui est à dire destiné à transformer, donc facteur de croissance qui transforme le muscle, les articulations et les tendons de l'animal, pas les nôtres. Et puis EGF, Epidermal Growth Factor, c'est-à-dire facteur de croissance épidermique de la peau qui permet au veau d'avoir effectivement une carcasse périphérique qui est la sienne et qui n'est point la nôtre. Et oui, nos mamans étaient géniales. Elles étaient géniales parce qu'elles savaient ce qu'elles faisaient en faisant bouillir, parce que elles faisaient que nous avions un lait qui était stérile, effectivement. Elles ne voulaient pas que nous attrapions la tuberculose entre guillemets bovine. Mais ce qu'elles ne savaient pas, nos chères mamans, c'est que en faisant bouillir le lait comme elles faisaient, elles supprimaient les facteurs de croissance, elles les faisaient exploser dans leur formule chimique. Aujourd'hui, ils n'explosent plus. Ils n'explosent plus. Parce que vous avez ces 24 milliards de litres de lait qui sont passés pour 98% à ultra haute température. Ça veut dire quoi? 3-4 secondes maximum à 130 degrés, vous tuez les germes, mais vous ne tuez pas les facteurs de croissance. Conclusion, si ces boissons végétales sont à votre goût, les alterner avec du lait classique ou des produits laitiers, une façon de concilier plaisir et santé.